Voilà. Donc, je sais pas si je dois présenter mes deux illustres camarades. This is, plus de 20 ans de carrière. Thibaut, Pareil. peut-être même 30. Merde. Ouais, en effet. Merci, les mathématiques sont bonnes, maître. Et je me suis rué, pareil. Le point jeune, commun de ces deux grands monsieur, c'est une passion, une vraie passion pour le hip-hop. Alors, je sais qu'on est à Afro-Can et qu'on doit parler des relations du cinéma et l'Afrique. Non, mais... du hip-hop. C'est la Aussi, thématique de cette année. C'est nous la thématique. Exactement. Comment? Et je me suis dit, ce serait bien de parler de leurs influences hip-hop. Mais les premières influences. Parce que maintenant, les influences, ça va dans tous les sens, mais pour connaître un peu le travail des deux gentlemen, ils ont une vraie connaissance du hip-hop. Ce sont des vrais students du game. Et je me suis dit que je voulais mettre ça en avant aujourd'hui. Donc, ne vous endormez pas. Ça va être très intéressant. On fera des démonstrations aussi. Il y a des moments où ça dort. Ok. Ouais, voilà, Serigne, tu as commencé le rap très très tôt. Ton premier single qui a explosé, c'est Je pète les plombs. C'est quoi? Je sais pas, petit morceau comme ça. Alors je sais pas avec si Michael Douglas, là, c'est ça. je sais pas si beaucoup de gens savent, c'est que ton style était inspiré d'un rappeur américain originaire d'Angleterre, Slick Rick. À l'époque où tout le monde rappait comme Mobb Deep. Storyteller. Toi, tu as déjà été, tu prenais déjà le chemin différent d'être un storyteller. Donc voilà. Pas mauvais d'ailleurs, hein, un storyteller. Ouais. Pas dégueu. Mais c'est le premier qu'il a vraiment très bien fait. Ce n'est pas une question. Là, tu me donnes c'est un fact. C'est un fact. En français. Ouais, parce que avant de comprendre que Slick Rick racontait des histoires, il mettait beaucoup de mélodies dans ses flows. Moi, c'est d'abord la musicalité qui m'a attiré et la technique. Donc mes plus grandes influences en rap nord-américaine, c'est Redman et Slick Rick. Snoop aussi, mais Snoop c'est un fan de Slick Rick, donc du coup ceci explique cela. Ok. Et oui, j'aimais beaucoup le cinéma. En fait, j'ai aimé d'abord le cinéma et après la musique. Okay. J'avais de l'argent de mes tantes à Noël et j'allais tout seul au cinéma. Les mecs du quartier se foutaient de ma gueule. Ils disaient, mais qu'est-ce que tu vas faire tout seul au cinéma? Mais j'aimais trop ça, quoi, vu que j'étais fils unique et tout. Après, t'as eu vite des dates. Arrête. Ouais, mais ça, je tout seul. Gros mytho. Non, mais j'avais 12 ans. T'as pas des dates à 12 ans. Si, moi, si. Mais bon. Et du coup, ouais, mais c'était d'abord la mélodie, ouais. D'accord. Ouais. Et le cinéma, pourquoi j'aimais raconter l'histoire? Parce que justement, j'aimais beaucoup le cinéma, la littérature. Ok. Et ça m'hypnotisait, quoi. Ça m'emmenait loin de ma réalité tangible. D'accord. Toi, Thibaut, c'est le cinéma aussi. Ouais. Si je dis une des premières influences, Spike Lee. Oui, clairement, plutôt. En fait. Ah ok. Ouais, plutôt. Le goût pour le cinéma. Plutôt, et le goût pour le hip-hop, j'imagine. Ouais. Je l'ai découvert, en fait, par le cinéma. Moi, j'ai plusieurs points communs avec ce monsieur, en dehors du métissage, tu veux dire? Métis, franco-sénégalais. Beau gosse, et puis la jeunesse, je veux dire, la jeunesse. Mais, qui va trahir mon âge, c'est que moi, j'ai grandi, au Sénégal et j'ai découvert le hip-hop par le film Flashdance. Ok. Et en fait, toutes les filles de mon collège, donc à l'époque, elles venaient, Flashdance. Donc, nous, on va voir de quoi il s'agit. Donc, film finalement extraordinaire quand tu le regardes aujourd'hui. Il y avait le Rocksteady Crew, que tu dois savoir, qui font une apparition dans Flashdance et qui sont en fait les personnages hommes de ce film de danse très féminin. Et moi, en fait, ça me fait sourire aujourd'hui de le découvrir par ce biais-là. Mais ça donne déjà un truc sur la force du médium du cinéma. Et après, j'ai commencé la danse, en fait, la danse hip-hop. J'avais un groupe avec des Cap-Verdiens assez beaux gosses aussi, hein, honnêtement. Et on s'appelait les Petites Canailles. Voilà. Waouh. Je me fais un spectacle de danse à la
voilà, aux références au dessin animé, encore, tu vois, bien sûr, bien en sûr. référence au dessin animé. Et ouais, j'ai fait un spectacle de danse à la fin de je sais plus, de mon année de collège avec un bandeau comme ça, attaché avec tu sais, le drapeau des kamikazes japonais, là. Des gants, mitaines, comme ça. Il y avait ça. Après, il y a eu breaking, qu'on appelle en France break street. Pourquoi appeler un titre anglais? Mais ça, c'est la France. Et donc, moi, c'est la danse, pour te dire. Ah ouais, donc la danse, je recherche là activement des photos de, C'était voilà. ouais. Parce que j'ai un pote qui en a, mais ouais, ça m'a mis, en fait, si tu veux, le culture hip-hop et trucs. Après, il y a un biais qui est vachement pour moi intéressant, c'est de l'avoir découvert d'Afrique. Ouais. Tu vois. Après, c'était à chipper, oui. à choper, donc, mais d'Afrique, c'était un truc, bon, déjà, où tu regardes, t'as un espèce de référent de la culture américaine ou afro-américaine, mais à l'époque, bon, ce qu'on en percevait, c'était Michael Jackson et très peu d'autres éléments, quoi. Mais moi, je trouve il y a une certaine qualité pour, d'ailleurs, pas que pour les Français, les francophones, la diaspora, mais même d'autres, à avoir découvert cette culture à distance, que tu as un autre regard dessus. Et pour certains d'entre nous, tu as une passion qui est encore plus consommée. C'est tu vois, les Allemands qui ont fait le label Blue Note. Ouais. Souvent, on leur demande, mais comment vous avez fait pour signer tous ces mecs? Et eux, ils disent, en fait, quand tu marches sur des diamants, tous les jours, pour toi, c'est le sol, en fait, quoi. Pour quelqu'un qui vient d'autre part, il fait, mais attends, et lui là, et ils expliquaient que c'était comme ça qu'ils avaient signé tous les artistes de Blue Note, et il y a un truc comme ça dans le rapport qui rend certains d'entre nous plus nerds encore, et qui veulent savoir quoi Diamond D a utilisé une SPC, une MPC avant la SP, enfin bref, ce genre de choses qui me passionnent personnellement. Ou de découvrir que des 6M Slick Rick. Ouais. Tu savais pas? Non, je savais pas, là. Ah, ok. Ah. Donc on sait tous, le hip-hop est né dans le Bronx, à New York, un des 5 boroughs de la ville. Moi, j'ai une théorie selon laquelle il serait né au Sénégal, mais bon. Vas-y avec ton storytelling. Vas-y, le Bronx, genre le Bronx. Du coup, vous, la première fois que vous êtes parti aux États-Unis, à New York, qu'est-ce que vous avez fait? Déjà, c'était quand? Et qu'est-ce que vous avez fait? Il y a ouais, c'est la Mecque du hip-hop. Donc moi, étant quand même plus âgé que ce que je veux bien avouer, j'ai eu la chance d'être en phase et j'ai de la famille sénégalaise à New York. Donc j'y suis allé la première fois quand j'avais 15 ans, en 1989, et j'ai des cousines qui sont plus âgées et qui étaient complètement dedans à mort déjà. Donc déjà je suis arrivé là-bas, j'avais les 2 sourcils taillés, j'avais des cheveux à l'époque, j'avais une espèce de high top fade. J'étais déjà prêt pour ce qui pouvait advenir, tu vois. Et ouais, j'ai eu la chance extrême de vivre j'y suis depuis, enfin, j'y ai vécu, j'y suis allé par le biais de ma famille après du travail, vraiment un grand nombre de fois. Et donc j'ai été témoin et après acteur d'un bouillonnement culturel que je pense on reverra jamais, malheureusement, mais qui est l'émergence la croissance, pas l'émergence, mais la croissance du rap à l'époque, donc à l'époque la capitale mondiale de ça est New York. Mais je vais vraiment être plus précis. C'est vraiment, t'arrives à New York la première fois, t'es à l'aéroport. Qu'est-ce qui t'a pris? Qu'est-ce qui t'a touché? Mes cousins. Ok. Mes cousins. Attends, est-ce qu'il y avait il y avait pas Hot 97 à l'époque. Moi, j'ai un rituel d'arriver à New York et je mets Hot 97 tout de suite. Et puis, c'est un autre monde, quoi. C'est complètement un autre monde. Et déjà, bon, à l'époque, il y avait que Kiss FM. Mais, bon, c'est la découverte, hein. Je parle même si j'ai les sourcils taillés, je parle d'un ado. Donc, c'est surtout ça. Et après, c'est la première chose que je voulais faire. C'était, où est le hip-hop, là? Où est le hip-hop? Ça allait très rapidement. Moi, c'était en 97, je pense, ou 96. Oui. Et la première chose que je fais quand j'arrive, je rejoins mon pote Farouk. Okay. On fume un gros joint. Ah ouais. Ouais. Bah ouais. Très hip-hop, ça. Ouais. Très hip-hop. Et on n'était pas encore allé à Manhattan, du coup, parce que lui, il habitait dans le Queens, je crois, si je me souviens bien. Et du coup, j'étais sous effet et je sors et je vois donc les routes énormes, les buildings énormes, les taxis jaunes. Enfin, c'était
c'est vraiment tout ce que j'avais vu dans des films et dans des clips. Là, je le voyais en vrai. Avec les faits, c'était n'importe quoi. Et le soir même, je vais au tunnel. Oh! Ah ouais. Le soir même, je vais au tunnel. Ah ouais. Moi, je suis dans un. Mais qui t'amène là-bas? Farouk, qui connaissait un gars qui travaillait chez Def Jam, qui devait être le mec qui faisait les photocopies chez Def Jam. Donc, Ouais. du coup, on a pu avoir des Ouais. places pour rentrer au Vous êtes rentré avec une place photocopiée? Ah ouais. C'était en 96. Ouais. 96, 97. C'est une grosse époque du tunnel, ça. Ouais, non, c'était incroyable. Pour moi, j'étais P. Diddy. Ouais. Bon, La plus base. maintenant. Ouais. Ouais. Mais à l'époque, Pause. tu vois. Et non, c'était Le tunnel, c'était incroyable. un club mythique de Ouais. New York où il y avait des performances tous les dimanches. DMX, il a fait son, enfin, tu vois. Ah, t'as vu DMX en live Non, au je l'ai tunnel? pas vu en live, mais j'ai Ouais. vu Redman en live, pas au tunnel, mais à l'Apollo Theater avec The Lox. Ah oui. Ouais, non. Ouais, le tunnel, c'est une boîte de nuit qui est l'équivalent du Studio 54 pour C'est ça. La disco. la disco à New York, et c'est un endroit où moi j'ai eu vraiment le privilège d'y aller très très souvent, et donc c'est effectivement très particulier, et c'est là en fait une capsule. Il y a une productrice qui travaillait sur un docu sur le tunnel, parce qu'il y a quelques images, enfin il y a un certain nombre d'images vidéo. Il se trouve que c'était aussi c'est un truc qui était détenu par la mafia new-yorkaise. Ouais. Énorme boîte de nuit dans le Meatpacking District, et Toilette unisexe. ouais. Mhm. Et Des bagarres incroyables. Ouais, tout le temps. et en fait, moi j'ai compris que très tard que c'était divisé qu'en fait il y avait des lignes très claires entre les quartiers de Brooklyn, de New York. Ah ouais. Ouais. Et en fait, moi je cherchais des meufs, donc je me baladais un peu partout Ouais. pour faire voir ma bogossitude et signifier qu'elle était disponible sur le marché. Et en fait, et je voyais bien que l'ambiance de passer d'un truc à un autre, il y avait des dead stairs, mais quand même il fait quoi lui, Ouais. tu vois. Moi j'avais plusieurs projets, mais mais c'était vraiment incroyable comme boîte de nuit. Je peux vous ennuyer avec des millions de souvenirs d'être allé là-bas, mais je suis allé une fois avec Fab Five Freddy, qui se trouve être mon mentor dans ce game, le compositeur Buck Wild, et Tragédie. Et Tragédie français. Hein. Et Tragédie Kadhafi, pardon. Ouais. Tragédie, les bien nommés, et Tragédie Kadhafi. Voilà, exactement. SO, Tragédie EO. Et ouais, des connexions incroyables. Ouais, bon, ça c'est des souvenirs de vétérans. J'ai vu Fat Joe écraser un humain sur la forme d'un escalier avec son équipe. T'es en squad, j'étais là. Waouh, c'est un peu barbare. Et à côté, j'ai fait des rencontres incroyables avec des dames. Ok. Avec qui je suis encore en lien. Bon. Monstre de tout ça. Bon. Toujours dans les premières fois, votre première collaboration avec un artiste américain. Moi, Photographe, ouais. MC, compositeur. Je réfléchis bien, c'est le plus marquant, c'est Fab Five Freddy. Moi, j'étais assistant de prod dans une boîte qui s'appelle Partisan maintenant, à un moment ancien, et on recevait déjà des briefs pour que des réals français fassent. C'est la boîte qui produit Michel Gondry notamment, et donc il y avait beaucoup de demandes pour qu'ils fassent des clips à l'époque et des inters. Et on a reçu la demande de Nas pour faire le clip de One Love. C'est fou que Et donc c'était pour son premier album. La demande elle est arrivée en 93. Du coup moi je l'ai eu au téléphone parce qu'il fallait traduire ses paroles. Donc tu peux imaginer Nas, rappeur de qui pour moi c'était déjà le panthéon du rap. Donc je l'ai eu au téléphone il envoie un fax avec ses lyrics écrits à la main. Tu l'as le fax? Pour que je l'ai pas. Pourtant je suis un grand gardeur de fax. J'ai mes repères. Enfin j'ai un certain nombre de choses de ça. Et ça s'est jamais fait pour finir, mais c'était évidemment marquant. Et après, pas très longtemps après, la prod a reçu le brief pour faire l'exé d'un clip réalisé par Fab Five Freddy, donc grand impresario de cette culture en Amérique, et qui était la rencontre entre Guru et MC Solar, Guru de Gangstar et MC Solar. Et donc moi j'étais assistant de prod sur ça, et du coup
il produisait Yo MTV Raps en même temps, c'est-à-dire que Fab Freddy était présentateur de cette émission. Et donc du coup, il venait, il faisait la prod, il réalisait son clip déjà. Donc énorme rencontre, on est amis jusque maintenant, et puis il m'a mis le pied à l'étrier sur énormément de choses. Et derrière, et du coup moi ça m'a donné, là je connaissais déjà Gourou et Première de rencontres précédemment, parce que j'essayais d'être comme toi un journaliste hip-hop, ou d'ailleurs je sais pas si, bref, je l'avais rencontré précédemment, et du coup ça m'a fait toute une famille entre Gangstar, Fafa Freddy d'un autre côté, Solar, que j'ai retrouvé récemment au cours de ma production d'un super documentaire dont je vais vous parler. Et ouais, donc ça c'était la première rencontre. Et ça a fait d'ailleurs des liens très solides avec Gourou et Première. J'ai des artistes assez particuliers, parce que j'ai fait travailler avec beaucoup de artistes hip-hop américains. Il y en a qu'un que je considère vraiment comme un ami, qui était... Ok. Ouais, je me souviens de ce clip, parce que je t'en avais parlé. Ouais. Dans l'émission Yo MTV Rap, on voit Thibaut, lunettes de soleil, crâne rasé. Il parlait comme un Quinry, mais j'avais capté l'accent français. Arrête d'accent français. Et je me dis, moi j'étais en Belgique, je regardais, je me dis, mais non, c'est parce qu'il il est dit chaud, que lui. j'étais français. Ah, non, ah oui, c'est vrai. Ouais. Ah non, c'est justement, c'est Fab Freddy qui dit, ouais, mais comment se fait que tu parles aussi bien? Ouais. Et il Ça, était c'est comme, mon il avait nom de des blanc. grilles, il était, incroyable. Assistant de prod. Hein. Ouais. Et le passage, donc ça, c'est pour le coup, l'archive, elle existe, donc le passage de MTV Rap, ça a changé ma vie. Ah. Et je veux pas parler que de ça, parce que vraiment, je suis marié, j'ai des enfants et tout, mais du coup, l'été qui suivait, oh là là, je suis allé à New York l'été qui suivait. Oh, t'étais dans Yo MTV Raps. Oh là 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 là. J'avais 19 ans, une terreur intenable. Mais ouais, j'ai eu ce privilège. Ok. Et toi, première collaboration artiste US? À mon grand âge, ma mémoire me fait défaut, mais ça c'est les joints, ça. Ouais, non, j'ai arrêté. Ouais. Mais je pense que c'est Bilal. Oh. Ouais, le chanteur qui était sur mais c'est l'album. Sur quel album je l'avais entendu en premier, je sais plus. Peut-être avec Common Sense, peut-être. Ouais. Ouais. Je pense que c'est là la première fois que je l'ai entendu, ou sur un artiste encore plus majeur que ça, je sais plus. J'ai oublié. Est-ce que c'était pas avec Dr. Dre? Bilal? Ah ouais? Possible. Je crois. Du coup, on lui avait écrit pour le deuxième album, et il était venu dans un studio à Port-de-la-Chapelle. On avait fait un morceau, c'était incroyable, c'était incroyable. Il était très très introverti, très très full artiste partout, mais pas par posture, par juste son naturel, quoi. Et moi un verso. Sûrement, et contrairement à toi, je ne parlais pas très bien l'anglais, je parlais comme un wesh wesh qui parle anglais, mais je parlais. Du coup, on a pu s'exprimer avec les mains. Ouais. T'as capté? You know. Et non, c'était cool. Mais voilà, Okay. c'est ma première collab avec un Quinry. D'accord. On parle collab artistique. Hein. Ouais, collab artistique. J'avais rencontré une très jolie New-Yorkaise avant. Gros featuring, grosse collab. Plusieurs mesures, 64 mesures. Bon. Par couplet. Ok. Bref, ouais. TMI, cut, on recommence. Le hip-hop, donc c'est une culture, au début ça a été désigné comme une culture jeune, maintenant c'est une culture populaire, et je réfléchissais à ça ce matin, je me disais, c'est une culture qui permet, c'est la culture du recyclage. La réinvention de tout. Tout, et du coup ça permet de rester jeune, dans l'esprit. Et vous deux, vous êtes l'exemple parfait. Une longévité, t'es un des rares rappeurs qui a commencé très tôt, être encore relevant. Attends, c'est quand ton premier album? Ouais, non, titre quoi, première apparition. 96. 96. Ouais, voilà, et 2024, t'es toujours dans la conversation. Pas corny du tout, toujours. T'as reçu un prix des Flammes l'année dernière. Enfin, c'est fou. Même chose pour toi, mais voilà, t'as commencé il y a très très longtemps. Et grâce non, mais grâce à la force du hip-hop, voilà, tu gagnes des prix, t'es encore dans ton corps d'activité. C'est pas vraiment une question, c'est plutôt un constat.
Mais qu'est-ce que vous en pensez de ce constat? Voilà. De la De longévité. la force De du la hip-hop force qui du- permet d'être toujours relevant Ouais. 30 ans après. Ouais, bon, il faut s'y intéresser en fait C'est ça. au renouvellement. C'est une culture de jeunes en réalité. Des gens, Nas ou d'autres gens ou Jay-Z plus rarement, mais montrent qu'en fait, à 50 piges, ils font des meilleurs albums, que beaucoup de disques qui sortent, ce qui est une bonne promesse fondamentalement, et de créativité. Après c'est un mouvement puissant, c'est le seul mouvement musical qui soit pluridisciplinaire, à l'inverse du blues, du rock, du jazz, etc. Et donc déjà le fait qu'il y ait un élément de danse, un élément visuel, un élément DJing assez technique, ces éléments-là, ils ont en fait évolué énormément quoi, entre le DJing de ce qu'on connaît de cut jusqu'au turntablism. Déjà ça s'arrête jamais en fait, le niveau d'intérêt et l'interconnexion de ces disciplines. Tu vois, même maintenant, largement on dit que quelque part il y a un cinéma hip-hop, ce qui est vrai en fait. Ouais. Que tout ce que ça impacte dans la mode, dans énormément de disciplines artistiques et même de métiers connexes. Ça a créé des métiers en dehors de la discipline artistique. Moi, à mon humble échelle, j'ai créé des métiers, j'ai employé des gens dans mes entreprises à des jobs qui n'auraient existé que par le biais du hip-hop. Et c'est une culture qui est vraiment passionnante, qui a changé le monde. C'est un grand terme, mais qui a opéré une forme de révolution. C'est la culture des gens d'en bas. C'est pas la musique du roi. C'est vraiment la musique de là et la création de là qui a vraiment, pour le coup, c'est eux qui ont gagné quoi. C'est le lower class et l'expression de la lower class il se trouve être gagné vraiment, enfin la capacité de prouver une excellence, d'ouvrir des portes dans plein de domaines et donc de donner plein d'opportunités de faire ça, enfin tu vois, d'ici il est passé par 18 stades différents, d'explorer ça, et la preuve que donc du coup, tu vois, il a fait un album même rock, tu vois, mais ça c'est la même chose. En fait la liberté, tu vois, bon, l'album de flûte d'André 3000, c'est un concept. C'est le sommet. Voilà, mais c'est vraiment ça reste une racine de se dire cet élément-là, je peux. C'est comme Quentin Tarantino et la culture du vidéoclub. Et c'est ne pas avoir de formation académique dans aucun domaine, et donc du coup l'ouverture totale, et de se dire je peux prendre cet élément et cet élément-là, et je vais prendre de la capoeira et un autre truc de machin, et ça une nouvelle danse, et c'est ça. Et comme tu sais, aux États-Unis, t'as 1000 danses qui se créent, qui correspondent à une chanson du moment, Chicken Noodle Soup, le machin, voilà. Et moi j'essaye de faire ces passes des fois chez moi. Maintenant mes filles se moquent de moi, mais c'est fascinant la capacité de ce genre à se réinventer. Ouais, ça c'est vraiment intéressant, je trouve. Du coup, et toi, pour le coup, tu t'es réinventé plusieurs fois, et beaucoup de gens t'ont critiqué pour ça. Mais aujourd'hui, on voit le résultat. Bah, t'es toujours là. Le plus grand des Wesh Wesh, il est là. Non, mais c'est fort. Ouais, C'est c'est fort. super fort. Moi, je m'inscris totalement dans ton analyse. En plus, tu as une vision encore plus étayée que la mienne, parce que tu es plus âgé et que tu manies mieux l'anglais que moi. Donc, tu comprends mieux. Mais c'est marrant, j'ai à la fois, évidemment, énormément de passion et d'amour pour cette culture-là, mais aussi de l'aversion. Dans le sens où, effectivement, ça a été pour moi je l'ai compris tout de suite, sans le comprendre à l'âge que j'avais, mais j'ai senti que c'était un espace de liberté que rien d'autre au monde ne me proposait. Dans le sens où je voyais des gens comme moi, qui grandissaient dans le même milieu, s'exprimer juste ça. S'exprimer, rapper, avoir un style musical. Alors que dans tous les autres styles musicaux, si t'étais pas virtuose,
moi j'aimais Prince, mais je savais pas jouer comme Prince et c'était impossible même que je m'achète juste un piano, donc j'aurais jamais pu devenir Prince. Et là, cette Peut-être culture-là, hein, quand même. peut-être, mais bon, en tout cas, ça n'a pas été le cas. Ou Michael Jackson, ou Michael Jordan, ou voilà, fallait être le plus fort des Renois, le plus fort, fallait être un super-héros pour te sortir du truc, tu vois. Le rap et la culture hip-hop, ça a donné, comme tu dis, dans les soubassements de la société, le moyen de s'émanciper. D'un autre côté, c'est concomitant à une époque moderne très capitaliste. Et donc, le message capitaliste et la liberté, justement, on fait tout ce qu'on veut et tout ça et tout. Ce côté-là, bah, c'était le côté que j'aimais moins. Mais en même temps, c'était un espace de liberté. Donc, j'ai toujours été, et je le comprends, je l'explique comme ça aujourd'hui avec des mots qui font savant, mais à l'époque, j'étais juste un adolescent qui voulait s'en sortir. J'ai toujours été comme un espèce de savon où, ok, bah, on croit que je suis ça, ou ça y est, mais dès que je sentais un enfermement, ce que j'aimais dans cette culture-là, c'était la liberté. Donc, je voulais m'émanciper même de ce que j'avais réussi à faire. Et je cherchais à provoquer aussi. Quand je fais l'album rock, c'est parce que je me dis, bon, on dit que le rock, c'est Elvis Presley, tout ça et tout. Moi, je sais que le rock, c'est Chuck Berry, c'est pas Elvis Presley. Donc, est-ce que en tant que noir, considéré comme aussi noir, je peux m'approprier cette musique-là? Et j'ai vu que non. Et les premiers à avoir critiqué ça, c'était mes semblables. Ouais. Donc, j'ai toujours cherché un petit peu à m'émanciper, à chercher la liberté, quoi. C'était ça qui m'attirait. Et le seul véhicule, et le plus beau véhicule à notre époque moderne pour trouver cette liberté-là, c'est cette culture-là. C'est pour ça que ça a touché Conquis le monde. comme ça, que ça a conquis le monde. Parce que t'es pauvre, t'es moche, t'es gros comme Notorious Big, peu importe. Il allait dire comme moi. Il a fait comme ça, j'ai fait. Oh bâtard, ça fait beaucoup quand même. Mais pauvre certes, moche, wesh frérot. Mais c'est ça. Gros certes. Mais c'est ça qui est fort, c'est que Notorious Big, voilà, enfin voilà, c'est incroyable. Il sait pas jouer de la trompette comme Louis Armstrong ou c'est de la trompette Louis Armstrong, j'espère. Mais par la virtuosité de son knowledge de rue et sa musicalité et ses phases, il devient Michael Jordan du rap. Et ça, cette culture-là, c'est incroyable. Est-ce que tu sais que moi j'ai appris ça récemment, il avait un voisin, c'est même pas un oncle qui était trompettiste. Ah, ok. Et qu'il allait voir au quartier. Oui. Ah, oui. Et en fait, qui lui montrait des gammes. Et en fait, il expliquait lui au gars que il a du coup acquis une espèce de connaissance autre du truc, mais qui ça lui a donné une forme de liberté de flow et de caler. Et en fait, une fois que t'as cette info, tu décodes hyper différemment le parenté. Dans son docu. Ouais. Ok. Le cinéma, là, parle-moi de mon film. J'ai de la promo à faire, frère. Justement, on a plus que 5 minutes. Ah non, sérieux, j'ai trop de choses à dire sur le cinéma nord-américain. Moi, j'ai trop de choses à dire. Bah écoute, vas-y. 2 minutes 30, 2 minutes 30. Vas-y. Ah, dis donc. Vas-y. La politique. Vas-y, tu commences? Commence. C'est toi. Vas-y. Non, moi, le jour où j'ai compris que, donc j'ai vu le film Boys in the Hood de John Singleton. J'ai pleuré, j'ai trouvé des espèces de similitudes avec cette espèce d'hostilité du quartier, ce black on black crime, mais même si nous, il y a encore d'autres cultures adossées à ça, les Algériens, les Marocains, tout ça et tout truc et tout. Donc, cette hostilité-là m'a beaucoup touché. Le discours de Larry Fishburne dans le film qui parle à son fils et tout. Moi, j'avais pas de papa et tout ça. Ça m'a beaucoup touché. Et après, peut-être 2-3 ans après, il y a eu Menace to Society. Peut-être 5 ou 6 ans après. Non, moins que ça. Moins que ça, hein. Ouais. Et je me rappelle toujours, je vais au cinéma pour voir Menace to Society avec tous les mecs de mon quartier et tout. Donc, on était au cinéma d'Evry, donc t'as les escalators qui montent et qui descendent comme ça. On va voir le film, on est tous on regarde le film, on est tous, c'est un truc de ouf, c'est l'époque de Snoop, de tout ça et tout. On sort du cinéma et donc on prend les escalators pour descendre. Et là, t'as 2 blancs qui montent. Et littéralement, j'ai vu le changement de perception, d'attitude de certains qui étaient venus avec nous. Et ils ont giflé les 2 gars juste comme ça, juste parce qu'ils avaient vu Menace to Society. Et en vrai, ce qui est complètement fou, c'est qu'après, je me suis intéressé à la production de ce film pour comprendre. Il y a la même substance que dans Boys in the Hood.
Mais c'est pas le plus même effet. nihiliste, ouais, c'est quand même plus Et quand nihiliste. tu regardes la production de ce film-là, c'est un des premiers films qui est produit par New Line Cinema. Parce qu'il y avait eu le succès de Boys in the Hood, ils ont d'abord fait, avant d'écrire le scénario, un cahier des charges des marques de bière qu'il fallait mettre, des voitures, de tout ça et tout truc et tout. Et ils en ont fait un produit hyper commercial, hyper fort, hyper puissant, qui était dans la continuité du gangsta rap et tout. Mais l'effet, il a été destructeur. Vraiment destructeur. Ouais, Et parce que c'était pas fait par les mêmes personnes, avec les mêmes intentions, avec quand même, les frères Hughes, mais ils étaient dans une approche esthétique, mais c'est vrai. Mais je parle des producteurs derrière. Ouais, ça c'est en autre. C'est voilà, je voulais dire ça. Après, je pouvais faire un lien avec Hans Liger, mais vas-y, je vais pas non plus prendre trop prendre la parole. 2 minutes 30. 2 minutes 30, ouais, moi je suis avec plusieurs transformations de carrière. Bon, j'ai toujours, comme tu dis, été nourri par le hip-hop, d'autres choses aussi, mais hip-hop et l'image. Et là, quelque part, je termine une forme de consécration de la rencontre de ces passions. Moi, je termine une série documentaire qui s'appelle DJ Mehdi Made in France et qui raconte en fait la croissance de ce mouvement hip-hop et l'export de la culture musicale française via la musique électronique à travers l'itinéraire de ce beatmaker DJ qui s'appelle DJ Mehdi, qui se trouvait être mon meilleur ami par ailleurs depuis l'adolescence en fait, et qui est décédé en 2011, que Serigne a connu aussi puisqu'ils ont composé ensemble un morceau assez superbe qui s'appelle Nébuleuse. Et en fait du coup j'ai pas terminé en fait, je l'ai présenté ici et j'ai eu la chance de gagner un prix à Cannes Série en étant le prix de la meilleure série documentaire. Ici même, ce qui est c'est énorme pour le projet. C'est un projet en production 100% indépendante, moi. Donc c'est une sacrée aventure quoi. C'est écrit, réalisé, produit par moi. Je connais pas vraiment d'autres. Enfin, en documentaire, il y a quand même pas mal de prod indépendantes, mais nous on était en compète que contre des studios. Donc c'était des Netflix, des Amazon, des HBO, des machins comme ça. Et on était les seuls francophones, donc c'est vraiment trop gratifiant d'avoir gagné ça. Mais j'ai la prétention de dire que c'est le premier film, d'ailleurs documentaire fiction compris, qui raconte la croissance ou même juste documenter la réalité d'existence. Et là, c'est vraiment très concentré sur la créativité et à l'humain, qui est très important, mais c'est quand même très très concentré sur ce que la musique peut déclencher, changer dans la société, avoir comme impact même sur des industries. Et DJ Mehdi, c'était le compositeur du groupe Idéalgie avec Kerry James, du 113, du collectif Mafia Qu'un Free. Après, il a collaboré avec énormément de gens et notamment avec le 113 et le moment où ce disque explose et qui est vraiment plus l'album de DJ Mehdi featuring 3 rappeurs qu'un album d'un groupe de rap composé par un mec. Son son change la radio Skyrock, elle passe des 2 millions d'auditeurs aux 3-4 millions d'auditeurs. À un moment où il programme que cet album en fait. C'est des choses assez phénoménales qui n'ont plus eu lieu depuis, mais qui ont changé vraiment le paysage audiovisuel français, le paysage culturel français. Et en fait, c'est la première fois que ce type d'aventure est raconté par quelqu'un qui est dedans. Bon, moi, j'ai une vraiment grosse proximité, donc c'est d'autant plus incarné, j'ai envie de dire. Mais moi, en le faisant, je n'y pensais pas en fait en l'écrivant, parce que c'était plus concentré sur mon copain. Mais je me suis rendu compte, je me suis dit, en fait, déjà, il y a très peu de productions documentaires, productions fiction qui traitent de ce monde. Les quelques qui ont existé sont en fait régulièrement faits par des gens qui sont extérieurs à ce monde. Et du coup, ils proposent à des jeunes téléspectateurs, jeunes ou moins jeunes téléspectateurs, ou audience de cinéma, une vision de ce monde qui est celle qu'ils ont, quoi. Ouais. Même avec passion et avec sérieux, comme je sais pas, les gens qui ont fait la série Le Monde de Demain et tout. C'est quand même
ça sonne comme un tout petit peu faux là et là. Et c'est pas du tout le même genre de storytelling. Or, cette série-là, qui est vraiment assez cool, c'est pas le même type de storytelling et c'est assez gratifiant de voir que des voix comme les nôtres arrivent, très difficile, hein, on soit en clair dessus, mais arrivent là tout juste à pouvoir faire émerger ces récits de la source d'où ils proviennent. Et c'est pas la même du tout. C'est vraiment, je pense que c'est une de ces particularités qui, pour là, le jury, je sais pas par quelle folie ils nous ont donné le prix, mais qui continue d'être comme ça. Mais je pense que c'est une des particularités qui est touchante dans ce type de production, et c'est un signe débutant, hein, mais quand même tout à fait positif de se dire que ça va arriver. C'est-à-dire que les narratifs, et là on parle de plusieurs choses à Afrocan, mais qui sont ne serait-ce que, alors africain c'est autre chose, mais ne serait-ce que écrit, conçu, incarné, produit, qu'encore un autre truc par du coup les gens qui sont vraiment impliqués. C'est pas qu'une question d'authenticité, mais c'est une question de point de vue. C'est vraiment une question de point de vue. Par exemple, un des jurys m'a dit la série évoque à un moment la Coupe du Monde et tout, et il m'a dit, je n'ai jamais imaginé qu'on pouvait penser à la Coupe du Monde de football de ce point de vue-là. C'est une des choses alors bon, moi, mon film, il parle de beatmaking et de rap et d'art, de machin et tout, et bon, ça en profite pour mettre le contexte, pour comprendre en fait que quand ça c'est en train d'être créé, là il y a ça, et donc c'est un moment clé où en fait le Front National change complètement la manière de penser et arrive à en fait cette pensée là devient ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire Canal+, c'est l'extrême droite, le monde politique et social français en total et complètement, c'est eux qui ont gagné. Ouais. Nous, on a gagné dans la musique. Ouais. Mais là, au niveau de la sphère politique et sphère médiatique, c'est spectaculaire. Et du coup, ça témoigne de ça. Mais c'est vrai que c'est des points de vue que pour moi, c'est naturel. Mais je comprends que et donc du coup, je comprends la valeur, si tu veux, l'intérêt de ce type de storytelling. Donc ouais, moi, il y a 1000 fiertés qui vont là-dedans. Mais c'est surtout l'aspect première fois qui me marque, et de me dire putain, il n'y a pas de documentaire donc on est dans un pays où on sait le marché numéro 2 du hip-hop au monde, mais en France c'est le truc numéro 1. C'est la rap et la musique préférée des Français depuis très longtemps, et c'est numéro 1 en production, mais aussi en écoute, je veux dire, les jeunes, c'est ça leur musique, tu vois. Bon, on le voit hier, nous avons essayé d'aller dans une boîte de nuit nous sommes rentrés, mais avec très peu de succès à l'écoute. Ouais. Donc oui, c'est assez saisissant de voir que on est quand même au niveau des hautes sphères médiatiques je la ferme. Non, mais tu peux le dire. Tu fais des trucs comme ça derrière moi. Frérot, arrête. Tu vois, je sais faire comme si. T'as vu, c'est sûr, dans ses yeux. Les bulles, ça, ouais. On veut nous censurer. On veut nous boycotter, c'est comme toujours. Là, c'était pas Boys and Nude, c'était plus, menace. Ouais. Non, bah, écoute, de toute façon, il y a énormément à dire sur tout ça, hein. C'est marrant de voir qu'on est les acteurs d'un changement qui peut-être on perdra nos vies avant d'avoir réussi à transformer. mais ouais, c'est des jalons, et c'est vrai que la série que j'ai l'honneur de réaliser et de produire en est un. Ok, voilà, et du coup je la ferme. Voilà. Bon. Merci à vous deux. Merci à toi, merci à vous de prendre le temps